Et à titre d'introduction, c'est quoi la justice transitionnelle? Justice transitionnelle. Pour certains, c'est la justice de transition entre deux périodes. Pour d'autres, c'est une justice post-conflit. Nous sommes en guerre, c'est un conflit armé. Je n'entre pas dans les définitions juridiques de la guerre et du conflit armé, parce que sur le plan pratique, les faits sont les mêmes. Il y a des morts, il y a des destructions, il y a des pillages. Alors, est-ce que le concept de justice post-conflit suffit? Bien que compréhensible. Est-ce que le concept de justice de transition suffit? La loi, la Constitution n'ont pas défini ce que c'est la justice transitionnelle. Nous nous en remettons à la définition des Nations Unies qui considère, je vais lire, la justice transitionnelle comme étant un éventail complet des différents processus et mécanismes mis en œuvre par une société, la société congolaise à l'occurrence, pour tenter, de faire face au massacre, aux violations graves des droits de l'homme, d'établir les responsabilités des auteurs de ces différents crimes, de rendre justice en établissant la responsabilité, 3, et 4, de promouvoir la réconciliation. Donc la justice transitionnelle est une justice de transition entre une période de conflit et une période de paix, mais une paix par la réconciliation. C'est cela la justice transitionnelle, ce n'est pas la justice classique. On a arraché des maisons aux gens, où il y a des petits conflits. C'est une justice particulière. Deuxième aspect de l'introduction, le contexte de notre justice transitionnelle. Il faut noter que la guerre en RDC n'a pas commencé qu'avec le M23. Le professeur Jean Chrétien nous a rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu une guerre en 64 déjà. Le Congo vit de conflits armés, en conflit armé depuis plus de 30 ans. Mais depuis 30 ans, particulièrement par rapport à la guerre du Rwanda, 94, 93, 94 jusqu'aujourd'hui, c'est 30 ans. Mais le Congo, c'est plus de 30 ans de guerre. Alors le contexte, c'est que si on prend les anciennes guerres, mieux, on parle de 93 jusqu'aujourd'hui, les 30 dernières années, on fait le bilan pénal macabre. C'est plus d'une dizaine de millions de morts. Est-ce que la guerre est terminée? Non. Les morts sont en train de se compter. Au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont en train de mourir à l'Est. Et c'est cela le contexte particulier de la guerre en République démocratique du Congo. Le contexte, c'est nous voulons une justice, mais la guerre n'est pas terminée, elle continue. Et cette justice a comme bilan macabre, c'est plus d'une dizaine de millions de morts, 7 millions de personnes déplacées de guerre, de pillage des ressources, si bien que certains parlent de génocide, génocide économique en République démocratique du Congo. Donc le bilan, il est matériel, il est humain, il est lourd. Entre-temps, il faut parer au plus pressé, il faut réagir contre la guerre qui sévit actuellement. Comment nous y prendre? Comment est-ce que la justice transitionnelle à travers le monde, pour que les Nations Unies aient construit une définition classique de la justice transitionnelle, comment est-ce qu'un État recourt à la justice transitionnelle pour sortir de la guerre, sortir du conflit, retrouver la paix et la réconciliation? La théorie de la justice transitionnelle énumère 4 piliers. Il faut qu'une société observe 4 piliers. 1, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Il faut que le peuple qui a été déchiré par la guerre cherche la vérité pour comprendre pourquoi il y a eu la guerre, pourquoi c'est mort, pourquoi c'est pillage. Deuxième volet, ce sont les poursuites judiciaires. Il faut identifier les responsables de ces massacres-là et il faut engager des poursuites.
Parce que si ces personnes ne sont pas poursuivies, elles vont répéter, le ministre Mouyaya a dit, il faut justement poursuivre comme garantie de non-répétition. Donc, il faut des poursuites judiciaires, deuxième pilier. Troisième pilier, il faut réparer les victimes. Il faut organiser la réparation des victimes. Les victimes sont nombreuses au Congo. Si on parle des 30 dernières années, il y a des victimes vivantes, il y a des victimes indirectes. Les victimes sont nombreuses. D'ailleurs, par rapport à ça, je dirais que le Congo connaît un taux de victimisation très élevé. Si nous prenons une population de 100 millions d'habitants, 10 millions de morts, 7 millions de personnes déplacées, ça fait 17 millions à peu près. Sur 100 millions, c'est pratiquement 20% de la population congolaise qui est directement victimisée. Donc le taux de victimisation est très élevé. D'où la nécessité de mettre en place des mécanismes de réparation de ces victimes. 4, c'est le dernier pilier, ce sont les garanties de non-répétition. Ça signifie que l'État doit prendre des mesures de réforme pour que ces mesures-là fassent qu'il n'y ait plus de répétition de la guerre. Il faut réformer l'armée. Regardez la débat de notre armée. À la base, c'est quoi? On dit trahison, mais à la base, c'est la corruption. C'est la corruption. Et on a toujours dit que la corruption détruit tout. La corruption risque de nous faire perdre le pays. Il faut réformer l'armée, il faut réformer la police nationale, ce qui vaut, l'armée vaut aussi la police nationale. Il faut réformer les services de sécurité, mais il faut surtout recourir à un mécanisme particulier qu'on appelle le vetting. Le vetting étant une mesure de filtrage pour que ceux qui sont accusés, soit des trahisons, soit des détournements de l'argent, ne puissent pas faire partie ni de l'armée, ni de la police, ni de la fonction publique. C'est pourquoi on les appelle des garanties de non-répétition. Vous voyez? Donc, dans la théorie de la justice transitionnelle, on recourt à 4 piliers, et le recours de ces 4 piliers peut dépendre de 3 approches. Une approche monolithique, si on choisit un seul pilier, l'Afrique du Sud a choisi la commission de vérité et de conciliation, point. C'était monolithique. On peut recourir à 2 ou 3 autres piliers, on dirait que l'approche est sélective. Tout comme enfin, et c'est ce que nous souhaitons, on peut recourir aux 4 mécanismes: vérité, justice, réparation des victimes et garantie de non-répétition. Cette approche-là est dite approche holistique. Troisième et dernier point, comment est-ce que la République démocratique du Congo recourt au mécanisme de justice transitionnelle? Là, je réponds maintenant à la question du thème du jour. S'agissant de la République démocratique du Congo, pendant longtemps, on a utilisé un volet monolithique de la justice transitionnelle. C'était même pas le pardon, c'est l'amnistie. Souvent, quand il y a la guerre, il y a des négociations. La première chose qui est demandée, c'est l'amnistie. Et au fur et à mesure que les gens ont obtenu cette amnistie, l'amnistie est devenue une prime à la naissance. C'est paradoxal. Quand quelqu'un tue une personne, c'est le meurtre, c'est l'assassinat, c'est l'émotion populaire. Quand la même personne tue 10 personnes, toujours une émotion populaire. La même personne tue 100 personnes, on commence à regarder cette personne-là 2 fois. Si la personne tue 10 000 ou 10 millions de personnes, on l'invite à une table de négociation. On dit il est trop dangereux, il vaut mieux l'inviter à une table de négociation. Lorsque la personne arrive à la table de négociation, c'est quoi? C'est le partage des postes, c'est l'amnistie et c'est tout. Donc une sorte d'inversion des valeurs de la société. Finalement, la guerre, ça paye. La guerre, c'est la prime à la naissance, c'est le partage des pouvoirs, c'est le partage des fonctions. Pour la République démocratique du Congo, on a trop recouru uniquement à l'amnistie générale. Alors, depuis pratiquement 2020, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement pour mettre en place
un programme et des mécanismes de justice transitionnelle. Nous avons été appelés dans une direction d'un comité d'experts, appelé comité scientifique. Nous avons rédigé un programme de politique nationale de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo. Ce programme prévoit, s'agissant de l'opérationnalisation des 4 piliers, le premier pilier, c'est le pilier vérité. Nous avons recommandé qu'on crée une commission vérité et réconciliation nationale, mais qu'on crée aussi des commissions vérité provinciales et interprovinciales. Aujourd'hui, au Canada, on a une expérience pilote au Kasaï central d'une commission provinciale justice, vérité et réconciliation. Parce que le peuple congolais a droit à la vérité. Donc il faut une commission vérité nationale et des commissions vérité provinciales établies dans les lieux où les crimes se sont commis. Le deuxième pilier de notre projet de politique nationale de justice transitionnelle, c'est le pilier justice. Dans le pilier justice, pour conjurer ces millions de morts, depuis 1993, surtout jusqu'aujourd'hui, on a constaté que notre justice congolaise à elle seule ne pourra pas tout poursuivre. On a voulu recourir à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Pour ça, on a longtemps demandé aux Nations Unies de créer ce tribunal, mais vous voyez les causes de la guerre, les multinationales, les grandes puissances, on ne nous l'accorde pas. Voilà pourquoi, au lieu d'attendre simplement le tribunal pénal international, nous sommes allés à la Cour pénale internationale. En 2002, nous avons ratifié le statut de la Cour pénale internationale après avoir signé le traité de Rome en 1998, alors que la guerre du Rwanda recommençait ou commençait particulièrement. Nous avons signé et ratifié le statut de la Cour pénale internationale qui nous a permis, en 2004, 2005, 2006, d'avoir quelques 4 cas. Thomas Lubanga, Mathieu Boujolo, Germain Katanga, et aujourd'hui peut-être le Bosco Tabata. Mais c'est peu. Et en plus, la Cour pénale ne peut pas poursuivre les crimes commis avant son entrée en vigueur. Les crimes commis avant juillet 2002. La guerre a commencé en 1998. Alors là, nous avons le projet du rapport Mabik. Le rapport Mabik a documenté 617 cas, donc presque dans les 6 millions de morts. Comment les poursuivre? Parce que la loi congolaise n'est plus opérationnelle aujourd'hui. Et la Cour pénale internationale ne peut pas le faire. C'est pourquoi le procureur, quand il est revenu 20 ans pratiquement après les premières poursuites, pour s'occuper des crimes actuellement, il a voulu préconiser l'institution d'une Cour pénale spéciale, mais à la commission, au comité scientifique, nous avons proposé la création de la Cour pénale spéciale, mais juste pour résorber les crimes de la Mabik. Donc il y a la création d'une Cour pénale spéciale, parce que le Congo ne peut plus attendre les Nations Unies pour créer le tribunal pénal international. Et puis, il y a les lois. La loi de 2013 qui confère à la Cour d'appel, malheureusement, la compétence de poursuivre ces crimes, mais cette préconisation de la loi est faible. La commission, le rapport du comité scientifique préconise qu'on renforce le dispositif pénal parce que, telle que la Constitution a été écrite, telle que la loi pénale a été écrite jusqu'aujourd'hui, les grands auteurs des crimes, généralement, se réfugient dans les grandes fonctions où ils ont des immunités. Ils sont députés, ils sont sénateurs. Et ces personnes-là ne peuvent pas être poursuivies aujourd'hui à ce jour pour crimes internationaux parce que la loi congolaise ne confère cette compétence qu'à la Cour d'appel. Ce qui est une volonté nuisible de la loi à protéger ces différents grands criminels. La Commission a proposé justement la révision de ces différents textes-là. Donc, ce qu'on peut dire par rapport aux poursuites congolaises, c'est cette dimension-là. Pour la réparation des victimes, en 2022, je disais que je félicitais le président de la République, en 2022, il a été promulgué une loi spéciale sur la protection des victimes de violences sexuelles en conflit armé
et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression. En attendant qu'on ratifie le mémorandum. Cette loi a créé une institution chargée de la prise en charge des victimes. Le FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes. Donc le FONAREV est opérationnel pratiquement depuis 2023. Et au moment où nous parlons, cette institution est opérationnelle. Ça signifie que le volet de réparation a déjà connu un début de prise en charge, il faut le renforcer. Le dernier pilier proposé par le comité scientifique sur la rédaction de la politique nationale de justice transitionnelle, ce sont les garanties de non-répétition. Quelles sont les mesures de réforme que le gouvernement doit prendre pour que la guerre ne se répète plus? Je disais tout à l'heure, il faut réformer l'armée. Il faut prendre d'autres mesures d'accompagnement de la justice transitionnelle, des mesures de bonne gouvernance, des mesures pour lutter efficacement contre la corruption. La corruption dans l'armée, la corruption dans la police, la corruption, peut-être, pas dans les services spécialisés, et enfin, la corruption tout court, comme gangrène de notre système de gouvernance. Enfin, une mesure qu'on évite de prendre, c'est le vetting. Le vetting, je dis, c'est un filtrage. C'est le fait de tenir une liste qui fasse que le président de la République, son Excellence, avant de désigner quelqu'un, même les ministres, avant de désigner quelqu'un, doivent tenir compte du passé criminel de la personne pour que tous ceux qui sont impliqués dans les guerres ne puissent pas être nommés. Cette mesure-là s'appelle le vetting. Voilà un peu, de manière concrète, un éventail de mesures que le comité scientifique a proposé en élaborant un avant-projet de politique nationale de justice transitionnelle qui a été remis au gouvernement. Le projet se trouve entre les mains du gouvernement et partagé entre le ministère des Droits humains et le ministère de la Justice. Nous attendons la session du mois de mars pour que ces mesures de justice transitionnelle puissent être prises. Je conclus donc en disant que, au-delà des armes, il faut faire taire les armes, il faut qu'on gagne la guerre. Mais la paix, après avoir gagné la guerre, il faudra gagner la paix aussi. Et donc la justice transitionnelle, ce n'est pas une justice de vengeance, c'est une justice de réconciliation. Parce que toutes ces mesures qui sont indiquées visent au finish la réconciliation nationale. Donc, vous voyez, avec la justice transitionnelle, nous affirmons qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Il n'y a pas de réparation sans pardon. Et il n'y a pas de pardon sans vérité. Donc, les quatre étapes forment ce qu'il nous faut comme formule magique pour sortir de cet état de crise. Je vous remercie. Oui, il est difficile de bloquer une personne passionnée comme le professeur Bouzolo de ces questions de justice transitionnelle. Je ne vais sûrement pas vous faire l'affront de répéter pour vous ce que j'ai bien entendu comme les uns et les autres, et certainement que vous avez mieux appréhendé que moi, considérant les juristes dans la salle, considérant l'intelligence artificielle, les communicologues que nous avons ici et les historiens qui, comme le professeur Kambaye Bouacha, ont compris les causes et les conséquences de l'agression du pays. C'est certain que cette première journée nous donnera des recommandations particulières, comme exige et attend son Excellence Madame la Ministre, qui aura la réponse des scientifiques
à cette agression que subit notre pays. Mais comme il est de coutume dans l'organisation de tous les colloques, nous allons, vous souffrirez de la modicité de la chose, prendre 2 interventions. Et pour faire juste, on aura une intervention d'une femme et une intervention d'un homme. Que ceux qui veulent 2 questions seulement et pas plus, intervenir à ce stade se manifestent. Je vois une main qui a même précédé la fin de ma phrase. Vous vous présentez rapidement et vous posez votre question. C'est bien poser une question, pas de commentaire. Et vous dites évidemment à qui vous adressez votre question. Vous ne... Est-ce qu'on peut négocier avec un guerrier? Sachez que lorsque quelqu'un se considère le plus fort et qu'à un moment donné, il va de toute façon perdre parce qu'il est faible. Sachez que lorsque je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Kagame, c'est la guerre, vous dites ça. Aujourd'hui, Kagame se présente comme très fort. Mais avec Kagame, il y a des gens, nous ne sommes pas allés plus loin dans notre conférence, il y a le concept des gens qui n'ont plus rien à voir avec le Rwanda, qui sont rwandais. Lorsqu'ils arrivent au Rwanda, ils n'ont plus de place. Alors oui, vous le savez, vous connaissez tous ici. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il va forcer Kagame. Kagame lui-même aujourd'hui, sa place se trouve à la Cour pénale internationale. J'y étais. Le pénaliste va vous le dire. Donc, mes amis, mon ami qui a posé la question, on n'a pas à négocier. Parce que lorsqu'ils viennent à la négociation, nous, en état de faiblesse, vous dites, et moi, quelle est ma place? Le Congo devient le Congo à partager. Moi j'ai autant, moi j'ai autant. Nous recommençons la négociation, la conférence nationale souveraine, je ne sais pas si on l'appelle CENCO ou encore, ça entre là-dedans. Et voilà, on ne négocie pas. Kagame, c'est la guerre. Mais on ne négocie pas avec la guerre, nous n'avons pas besoin de la guerre. Non, nous n'avons pas besoin de la guerre. Non, non et non. Si Kagame est la guerre, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, partons de cette hypothèse, mon ami, qui a posé la question, on n'a pas besoin de Kagame chez nous. Merci. Excellence, Madame la Ministre, j'accepte d'être impopulaire, mais il faut gérer le temps. Deuxième question, est-ce qu'il y a une dame qui a une question dans la salle? Ne dites pas non, quelle misogyne êtes-vous, la jeunesse d'aujourd'hui? J'attendrai d'avoir une dame, voilà, j'en vois une. Madame, venez. Je ne me laisserai quand même pas intimider ni influencer. Voilà. Oui, allez-y, madame. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour la parole accordée. Ma question s'adresse au professeur Odjo et transversellement, ça passe par le professeur Luzo Lobambi, qui a parlé de la justice transitionnelle, parce que je dois défendre d'ici peu un mémoire de DEA parlant justement de la justice transitionnelle. Vous n'osez pas présenter. Ah, désolée. Je suis Paulette Ngalula, assistante à l'UNIKIL, apprenante au 3e cycle en relations internationales.
Alors, j'aimerais savoir. Ma question est de savoir. Aujourd'hui, la justice transitionnelle, comme le professeur Luzolo l'a dit, il y a des institutions qui ont été créées, notamment Fonarev, qui déjà commencent à réparer les victimes. Mais il y a toujours ces problèmes qui persistent de sensibiliser dans ces vastes pays toutes les victimes depuis l'année 1994, depuis qu'il y a eu la guerre, jusqu'à aujourd'hui répertorier justement toutes ces victimes pour qu'elles obtiennent justement réparation. Maintenant, j'aimerais savoir comment concilier. Aujourd'hui, le professeur Kodjo a parlé de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un facteur du développement dans beaucoup de pays. Comment concilier l'intelligence artificielle à la justice transitionnelle pour réellement réparer les victimes? Parce qu'il y a des victimes qui aujourd'hui ne sont totalement pas réparées, faute de la non-garantie de réparation, comme l'a dit le professeur Luzolo. Comment concilier l'intelligence artificielle à la justice transitionnelle pour qu'il y ait justement, comme l'a dit le professeur Luzolo, les mécanismes de victime, qu'on puisse justement répertorier les personnes ayant un passé assez sombre, qui ont des immunités, qui sont couvertes des immunités, et comment faire à ce que l'intelligence artificielle puisse participer à la justice transitionnelle. Merci. Ok. Professeur, à vous la réponse. Qui est la loi de l'oubli. La société décide d'oublier, et souvent quand le mensonge est trop gros et le crime est trop gros, on oublie plus facilement. Alors que l'intelligence artificielle ne connaît pas la loi de l'oubli numérique. Nous avions dit dans une autre conférence, dans votre problématique, c'est la problématique de l'identification. Nous avons un problème d'identité au Congo. Lorsque vous regardez nos casiers judiciaires, quand on veut les prendre, ces extraits pour avoir un passeport, pour avoir des documents administratifs, on nous donne un peu d'encre noire et du savon. Et chaque fois on dit, 6 mois après il faut le renouveler, on vous dit, ah, vous avez encore le numéro de votre ancien casier judiciaire. On est encore dans la dactyloscopie. On ne sait pas qui est congolais. On ne sait pas qui habite où, qui fait quoi. C'est l'intelligence artificielle. Oui. C'est l'intelligence artificielle qui a permis à la CIA, et je suis sérieux, de savoir que maintenant le Congo, on est à peu près à 102 millions de personnes. Parce qu'ils ont des satellites dans le ciel qui permettent de compter une personne et une à la fois sans que le système ne le compte 2 fois par les éléments de reconnaissance faciale. Et c'est des gens de Google, Amazon, Facebook qui me le disent. Ils disent, vous êtes aujourd'hui 102 millions. Vous avez les traces technologiques qui permettent aujourd'hui d'identifier les personnes victimes, les personnes d'une certaine catégorie à partir de leur téléphone, à partir du son de la voix, à partir des éléments biométriques. Donc, l'intelligence artificielle peut vraiment jouer sur le fait de l'identification des personnes. Et connaissant plus ou moins cette problématique du Fonarev, lorsqu'il s'est agi d'aller à Kisangani, et le gouvernement est à féliciter d'avoir organisé la commémoration du Génocide, ou du moins à Kisangani. Mais les personnes qui devaient être indemnisées, on a eu tout le mal à pouvoir les identifier. L'intelligence artificielle peut permettre de prendre l'élément le plus simple, même l'odeur d'une personne, peut permettre de l'identifier. La démarche d'une personne peut permettre de l'identifier. La base de données avec les ADN, ça peut permettre d'identifier les personnes. Donc si le Congo a une difficulté à pouvoir prendre les éléments dactyloscopiques, les noms, les adresses, il y a beaucoup plus d'autres traces technologiques que les machines peuvent recenser, qui peut permettre une meilleure identification. Il y a aussi la question de l'âge.
On l'a vu, vous avez parlé de la justice transitionnelle, ne concerne peut-être pas les Koulouna, mais tous les Koulouna, sachant qu'on n'a aucune base de données informatique, ni une possibilité de croiser, certains se sont présentés au procès comme étant nés en 2023. Donc, le Koulouna dit, je suis né le 13 mars 2023, il n'a que 1 an, mais il a tué quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, les éléments, et je finis par là, je ne vais pas faire tout un cours, les éléments biométriques permettent, quand par exemple vous avez la capture au niveau du passeport, on ne prend pas les éléments, les empreintes des enfants, parce que les empreintes des enfants évoluent. Donc on peut connaître l'âge de quelqu'un et il y a des applications, simplement en le passant sur un téléphone. Et donc si quelqu'un vient se présenter, moi j'avais été victime de viol en 1994, on se rend compte qu'en ce moment-là, cette personne pouvait ne pas exister. Parce que toute la grande problématique, le prof Kozo le dira mieux, de toute cette réparation de justice transitionnelle, c'est la réunion des preuves. Le dépérissement de preuves est important. Donc l'intelligence artificielle peut aider à une meilleure administration de la justice par une meilleure identification. Merci. Non, je préfère parler. J'ai fait un long voyage, j'ai voyagé toute la nuit de Matadi jusqu'à Kinshasa. Je suis parti de Matadi à 22 h, je suis arrivé à 9 h du matin et de là je suis passé directement ici. Dans l'intérêt de la justice transitionnelle et comme contribution scientifique, comme riposte contre la guerre. Alors, par rapport à la question de la relation entre la justice transitionnelle et l'intelligence artificielle, effectivement, la maintenance de données fiables pour implémenter la justice transitionnelle, le filtrage, il faut une base de données pour identifier tous ces Congolais-là qui peuvent être considérés par les mesures de vetting, font que la relation entre l'intelligence artificielle et la justice transitionnelle soit une relation vraiment intime. Mais au-delà, monsieur le recteur, je reviens parce que c'est important de le dire à la salle. Le premier interlocuteur a évoqué la question de la possibilité de mettre fin aux tracasseries de M. Kagame, M. le président rwandais. Nous avons ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais par ces mécanismes, normalement, en établissant le crime d'agression. On comprendrait bien que le Congo est agressé par le Rwanda et systématiquement le responsable du Rwanda serait mis en cause. Mais nous sommes membres du statut de Rome, mais le gouvernement n'a pas encore ratifié le mémorandum sur les crimes d'agression, qui est pourtant le crime par lequel on peut attaquer directement le Rwanda pour crime d'agression et Paul Kagame comme responsable. Sinon, il ne reste que établir qu'il est à la base d'un génocide au Congo, qu'il est à la base des crimes contre l'humanité au Congo, qu'il est à la base des crimes de guerre contre le Congo. Et par rapport à ça, nous espérons que le procureur de la Cour pénale a été ici, que la promesse qu'il a faite d'enquêter, ces enquêtes concerneront principalement M. Kagame. Donc, sur le plan de l'attaque de M. Kagame, c'est le volet judiciaire qui est le volet le plus plausible. Et ce volet renseigne qu'on a la possibilité de le poursuivre par crime d'agression, mais il faut que le gouvernement là-dessus ratifie le mémorandum justement au crime d'agression qui a été récemment admis à la Cour pénale internationale, opérationnalisé à la Cour pénale internationale. Pour le reste, ça va être le régime classique. Et c'est pourquoi, au-delà de Paul Kagame, il a tous ses complices qui se sont réfugiés dans les grandes institutions du pays. Il faut l'institution d'une cour pénale spéciale à la congolaise, mais en même temps, il faut réveiller la justice. La justice est une arme de guerre et il existe aussi une justice de guerre. La justice pénale internationale, le droit de la guerre, la justice pénale internationale, c'est la justice de la guerre. Et donc,
en tant que justice de la guerre, la justice transitionnelle est une réponse. Au finish, en tant qu'élément de paix et surtout de réconciliation, parce qu'il faut gagner la guerre, il faut aussi gagner la paix entre les Congolais. Il faut vérité, justice, réparation et garantie de non-répétition. C'est ça la relation entre l'intelligence artificielle et la justice transitionnelle. C'est la justice des justices. Merci.